Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de présenter les mécanismes réactionnels. Ces mécanismes permettent de comprendre comment, au cours d'une réaction, les réactifs se transforment en produits. Tout d'abord, pour suivre cette présentation, il faut avoir les prérequis présentés dans les précédentes animations sur les synthèses organiques, la représentation de Lewis et les effets inductifs et mésomères. Les mécanismes réactionnels. Jusqu'à présent, pour modéliser une transformation chimique, on utilisait une équation bilan. Cette équation renseigne sur la nature des réactifs nécessaires à la réaction, sur la nature des produits qui se forment en fin de réaction, et cette équation permet également de déterminer la quantité théorique de produits obtenus connaissant les quantités initiales de réactifs et de calculer des rendements de réaction. Mais cette représentation a des limites. L'équation bilan n'indique pas comment les différents réactifs se transforment en produits. Cette transformation ne se fait pas en une seule étape. Une réaction chimique peut en fait se décomposer à l'échelle microscopique en plusieurs réactions chimiques. Et l'ensemble de ces réactions chimiques est appelé le mécanisme réactionnel. On donne ci-dessous trois mécanismes réactionnels que nous allons maintenant analyser. Pour ces différents exemples, on désire dans un premier temps déterminer l'équation de la réaction chimique, donner la nature des réactions des étapes du mécanisme réactionnel et enfin interpréter les différentes étapes. Comment retrouver l'équation d'une réaction? Pour retrouver l'équation d'une réaction, lorsque l'on nous donne les différentes étapes du mécanisme réactionnel, il faut tout d'abord reconnaître dans les différentes étapes les espèces suivantes. Le réactif. Le réactif est une espèce chimique présente initialement et qui va être consommée au cours de la réaction. Le produit, qui est une espèce chimique qui va se former et s'accumuler au cours de la réaction. L'intermédiaire réactionnel, qui est une espèce chimique formée au cours du mécanisme, puis consommée. Et enfin, le catalyseur, qui est une espèce qui réagit au cours du mécanisme, mais qui est régénérée en fin de réaction. Ce catalyseur permet d'augmenter la vitesse de la réaction chimique. Voyons quelques exemples. Tout d'abord, nous avons ici un mécanisme réactionnel qui se décompose en trois étapes. Nous allons dans un premier temps déterminer les intermédiaires réactionnels. Donc ce sont des espèces qui doivent se former, donc que l'on doit trouver à droite d'une équation, mais qui doivent ensuite être consommées, donc que l'on doit retrouver à gauche de la réaction. Nous voyons ici les intermédiaires réactionnels qui apparaissent en vert. Donc ce sont des espèces qui sont à droite, donc qui se forment, et qui se retrouvent à gauche, donc qui disparaissent. Après avoir déterminé les intermédiaires réactionnels, on détermine le catalyseur. Donc le catalyseur est une espèce qui est présente au départ. Ce catalyseur va permettre d'accélérer la réaction. Ce catalyseur réagit, donc il disparaît, mais ce catalyseur est entièrement régénéré à la fin de la réaction. Donc on doit repérer une espèce qui se trouve présente au départ, qui va disparaître, mais qui va réapparaître à la fin. Et nous voyons dans l'exemple proposé que H+ est le catalyseur de cette réaction. Nous déterminons maintenant les réactifs. Donc ce sont des espèces qui sont présentes au départ, qui se trouvent donc à gauche de la réaction, qui disparaissent. Nous avons ici deux réactifs. Et nous devons déterminer maintenant le produit, à savoir une espèce qui est présente à la fin, qui apparaît à la fin, à droite d'une équation. Nous avons ici un produit. Pour déterminer le bilan, on répertorie ensuite les réactifs et les produits. Nous avons donc ici deux réactifs pour avoir ensuite un produit. Au-dessous de la flèche, on indique la position de H+, qui est le catalyseur. Deuxième exemple. Donc déterminons tout d'abord les intermédiaires réactionnels qui vont apparaître en vert, donc des espèces qui se forment, qui doivent se trouver à droite d'une flèche, mais qui, dans l'étape suivante, doivent être consommées, donc qui doivent se trouver à gauche de la flèche. Donc nous voyons ici les intermédiaires réactionnels qui apparaissent en vert. Nous voyons bien que ce sont des espèces qui apparaissent, mais ensuite qui disparaissent. Après avoir déterminé les intermédiaires réactionnels, on s'occupe du catalyseur, donc une espèce qui est présente au départ, qui est consommée, qui doivent donc se trouver à gauche d'une des flèches,
mais qui ensuite, à la fin de la réaction, doit être complètement régénéré. Donc il se trouve à droite de la flèche. Nous voyons ici que le catalyseur est H+. Les réactifs. Donc les réactifs, ce sont des espèces qui sont présentes au départ, qui vont être consommées par la réaction. Et ensuite, nous déterminons les produits, donc les espèces qui se forment, qui apparaissent au cours de la réaction, donc qui doivent se trouver à droite de la flèche. Pour déterminer le bilan, l'équation bilan, on répertorie les réactifs et les produits. À gauche de la flèche, nous récapitulons tous les réactifs. Et à droite de la flèche, nous récapitulons les produits. Dernier exemple, donc les intermédiaires réactionnels en vert. Nous repérons donc les espèces qui apparaissent et les espèces qui disparaissent. Et nous voyons ici qu'il y a 3 intermédiaires réactionnels. Le catalyseur, donc une espèce qui est présente au départ, qui disparaît, mais qui doit réapparaître à la fin. Et donc nous voyons dans cet exemple 3 qu'il n'y a pas de catalyseur. Les réactifs, des espèces qui sont présentes au départ, qui disparaissent. Nous avons donc ici 2 réactifs. Et les produits, des espèces qui ne sont pas présentes au départ, mais qui se forment à la fin, donc des espèces qui doivent se trouver à droite des flèches. Nous avons donc ici 2 produits. Et pour déterminer le bilan, on répertorie les réactifs et les produits. Les réactifs d'un côté de la flèche, de l'autre côté de la flèche, les produits. Maintenant, comment reconnaître la nature des réactions? On peut être amené à déterminer la nature des réactions intervenant dans les différentes étapes du mécanisme réactionnel. Reprenons nos exemples. Notre premier mécanisme réactionnel se décompose en 3 étapes. La première réaction est une réaction acide-base et une réaction d'addition. Nous voyons donc que nous avons donc à gauche de l'équation 2 molécules qui vont s'additionner pour en former une à la fin. C'est également une réaction acide-base puisque nous avons une molécule qui accepte un H+. La deuxième réaction est une réaction d'addition. 2 molécules s'additionnent pour en former une troisième à la fin. Et dans la dernière, nous avons une réaction d'élimination, élimination de H+, donc cela correspond à une réaction acide-base. Deuxième exemple, nous avons donc ici 3 étapes. La première étape correspond à une réaction d'addition. C'est également une réaction acide-base puisque l'alcool a accepté un H+. La deuxième réaction est une réaction de substitution. Et la troisième réaction est une réaction d'élimination de H+, donc cela correspond à une réaction acide-base. Exemple 3, 3 étapes. La première correspond à une réaction d'addition, 2 molécules s'additionnent. La deuxième réaction correspond à une réaction d'élimination. Et la troisième réaction correspond à une réaction de substitution. Dernière partie, interpréter un mécanisme réactionnel. Tout d'abord, faisons un petit rappel sur la liaison polarisée. Une liaison covalente est dite polarisée lorsqu'elle unit 2 atomes d'électronégativité très différentes. L'atome le plus électronégatif porte une charge électrique partielle négative, notée delta-, et l'atome le moins électronégatif porte une charge électrique partielle positive, notée delta+. Site électrophile et nucléophile. Une liaison polarisée va donc relier un atome de charge partielle positive et un atome de charge partielle négative. Elle relie donc un site déficitaire en électrons et un site excédentaire en électrons. Elle relie donc un site accepteur d'électrons et un site donneur d'électrons. Une liaison polarisée relie donc un site qui est appelé électrophile et un site qui est appelé nucléophile. Ainsi, un site électrophile
va être un site qui attire les électrons. Électron, charge négative. Ça va donc être un site déficitaire en électrons. Donc un site électrophile sera soit un atome de charge partielle positive, delta+, soit un cation qui est un ion positif. Le site nucléophile sera donc un site qui attire les charges positives. Ce site sera excédentaire en électrons. Un site nucléophile sera donc soit un atome de charge partielle négative, noté delta-, soit un anion, qui est un ion négatif, soit un doublet non liant, soit une double liaison. Nous avons ici quelques exemples qui indiquent en rouge les sites nucléophiles, à savoir des doublets non liants, des doubles liaisons, des atomes avec une charge partielle négative, delta-, et les anions. Donc nous représentons en rouge tous ces sites nucléophiles qui apparaissent sur les différents exemples. Les sites électrophiles, on les reconnaît car ce sont des atomes avec des charges partielles notées positives delta+, ou des cations, et ils apparaissent ici en bleu. Déplacement électronique. À chaque étape du mécanisme réactionnel correspond des mouvements d'électrons qui sont indiqués par des flèches. Nous allons maintenant voir comment on représente ces déplacements électroniques. Dans un mécanisme réactionnel, on traduit la migration d'électrons à l'aide d'une flèche courbe reliant le site donneur d'électrons vers le site accepteur d'électrons. Donc le site donneur d'électrons sera le site nucléophile, un site riche en électrons, donneur d'électrons appelé nucléophile, vers un site pauvre en électrons, un site accepteur d'électrons, un site électrophile. Donc à chaque fois que l'on représentera cette flèche courbe, elle doit être orientée en partant du site nucléophile donneur d'électrons vers le site électrophile accepteur d'électrons. Pour représenter les déplacements électroniques, tout d'abord, il faut écrire les représentations de Lewis des entités chimiques en faisant bien apparaître les doublets non liants, les charges, qu'elles soient positives ou négatives, et les charges partielles, delta+ et delta-. Il faut reconnaître les sites nucléophiles et les sites électrophiles. Il faut représenter la migration des électrons par la flèche dirigée du site nucléophile donneur d'électrons vers le site électrophile accepteur d'électrons. Il y aura deux possibilités. Lors de la création d'une liaison, la flèche va du site donneur vers le site accepteur. Et lors d'une rupture d'une liaison, la flèche doit partir de la liaison qui va se rompre et doit aller vers l'élément le plus électronégatif qui va récupérer les électrons de la liaison qui vient de se rompre. Voyons quelques exemples. Exemple 1. Donc, quand on étudie cet exemple 1, donc dans un premier temps, on regarde la première étape et on s'aperçoit que lors de cette première étape, il y a eu la création d'une liaison. Donc, comme vu précédemment, la flèche courbe, lors d'une création d'une liaison, doit être orientée du site nucléophile donneur d'électrons, que l'on va repérer, vers le site électrophile, accepteur d'électrons. Donc, la flèche vient de s'indiquer. Donc, on a repéré le site nucléophile, qui est ici la double liaison, et le site électrophile, à savoir le site H+. Nous avons donc une liaison qui va se faire entre un carbone et entre l'hydrogène. Ensuite, lors de la deuxième étape, nous apercevons qu'il y a également la création d'une liaison. Donc, il faut maintenant expliquer comment cette liaison s'est créée. Donc, nous allons repérer dans l'équation le site nucléophile, qui est ici le doublet non liant de la molécule d'eau, et le site électrophile, qui est donc le carbone+. Et nous représentons par la flèche le mouvement d'électrons qui part toujours du site électrophile vers le site nucléophile. Dans le troisième exemple, nous apercevons qu'il y a la rupture d'une liaison.
Dans ce cas, la flèche courbe doit être orientée en partant de la liaison vers l'atome qui va récupérer les électrons de cette liaison. On rappelle que l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Donc lorsque la liaison OH se rompt, les électrons ont tendance à se diriger vers l'atome d'oxygène et ce déplacement est indiqué par la flèche courbe. Deuxième exemple, on regarde la première étape. On observe s'il y a création ou rupture de liaison. On s'aperçoit qu'il y a eu création d'une liaison et il faut donc indiquer maintenant comment cette liaison a été créée. Donc nous voyons ici qu'apparemment la liaison a été créée entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. On repère le site nucléophile qui est ici le doublet non liant de l'oxygène et on repère le site électrophile. On indique ensuite le mouvement de notre doublet d'électrons par la flèche rouge. Pour l'exemple suivant, nous avons la rupture d'une liaison. Donc la flèche va être orientée de la liaison vers l'atome qui récupère les électrons. Donc ici, nous avions une liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. L'atome d'oxygène étant beaucoup plus électronégatif que l'atome de carbone, c'est l'atome d'oxygène qui va récupérer les électrons de cette liaison qui se rompt. Nous avons donc aussi la création d'une liaison. Donc on va indiquer maintenant comment cette liaison a été créée. Il faut repérer entre quels atomes cette liaison se forme. Et ensuite, nous repérons également où se trouve le site électrophile et où se trouve le site nucléophile. Donc ici, le site électrophile va être le doublet non liant de l'atome d'oxygène et le site électrophile va être l'atome de carbone. Nous avons donc ici le doublet d'électrons qui va se déplacer. Le déplacement d'électrons est indiqué par la flèche courbe. Troisième exemple, nous avons une rupture de liaison. Donc cette liaison était entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Les électrons qui vont être libérés vont se diriger vers l'atome d'oxygène qui est beaucoup plus électronégatif. Dernier exemple. Donc dans la première étape, nous avons une création de liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. Il va donc falloir indiquer la formation de cette liaison. Donc on repère l'atome de carbone, l'atome d'oxygène, l'atome qui va être nucléophile, c'est l'atome d'oxygène, car il possède ce doublet non liant. Le carbone, qui est un site donc électrophile, va recevoir des électrons. Donc ici, nous avons représenté finalement en rouge le déplacement électronique qui se fait du site nucléophile vers le site électrophile. Nous avons également la rupture d'une liaison. La liaison double devient une liaison simple. Donc les électrons qui vont apparaître lors de la rupture de cette liaison vont se diriger vers l'atome d'oxygène, puisque nous avions une liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène, et l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'atome de carbone. Donc c'est l'atome d'oxygène qui va récupérer les électrons qui apparaissent lors de la rupture de cette liaison. Deuxième étape, rupture d'une liaison dans un premier temps. Donc des électrons vont se déplacer vers l'atome d'oxygène qui est beaucoup plus électronégatif que l'atome de carbone. On s'aperçoit également qu'il y a création d'une liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome de carbone. Dans le dernier exemple, rupture d'une liaison. Donc de même, les électrons se dirigent vers l'atome d'oxygène très électronégatif. Et nous avons aussi la création d'une liaison. Création d'une liaison entre l'atome d'oxygène et l'hydrogène qui a été libéré après la rupture de la liaison. Donc il faut maintenant indiquer la dernière flèche
entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. On repère le site nucléophile, à savoir le doublet non liant de l'oxygène. On repère le site électrophile et on indique par la flèche courbe le mouvement d'électrons qui représente donc la création de la liaison.